L'une des hypothèses qui revient souvent en commentaire lorsque je présente un des cas de Missing 411 est que la personne qui a disparu n'était tout simplement pas sur les lieux lors de la disparition. Ma vidéo sur Barbara Bullock ou encore Carl Landers ou Maurice Dametz, toutes ces personnes-là ont disparu alors qu'ils étaient accompagnés de seulement une ou deux personnes et ces personnes-là étaient présentes lors de la disparition. Donc, c'est normal d'arriver à la conclusion que est-ce que la personne était réellement là? Est-ce que les témoins qui étaient sur place, eh bien, ont inventé l'histoire de la disparition pour cacher quelques crimes que ce soit? Malgré que les enquêteurs n'ont pas été dans cette direction-là, c'est logique d'arriver à cette hypothèse-là. Mais pour la prochaine disparition que je vais vous parler, le prochain cas, eh bien, la personne était bel et bien sur place et c'est vérifié par au moins 80 personnes qui étaient présentes cette journée-là. Le parc national de Yosemite en Californie. Le parc est reconnu pour ses paysages à couper le souffle, ses chutes gigantesques, son eau claire, pure et limpide, les montagnes qui l'entourent. Malheureusement, le parc est aussi reconnu comme étant un endroit où les personnes vont disparaître de façon étrange et mystérieuse. Et c'est exactement cet endroit que débute notre histoire. Le 17 juin 2011, un groupe de 80 personnes, incluant George Penka, ont décidé d'aller dans le sentier Yosemite Falls pour y observer les chutes d'eau. Le groupe de 80 personnes appartenait à l'église que fréquentait George. George était un homme religieux, il prenait sa foi très au sérieux. C'était donc une randonnée organisée par l'église. Et George avait vraiment hâte d'aller faire cette randonnée. Nous avons ici une opportunité assez rare où nous pouvons observer les vêtements que la personne portait lors de sa disparition. Effectivement, George Penka portait exactement les vêtements que vous voyez en ce moment à l'écran lors de sa disparition. Le groupe va donc arriver en début d'après-midi. Ça va être une journée ensoleillée et chaude, donc une journée extrêmement idéale pour faire ce genre de randonnée. George va amener avec lui seulement un petit sac bleu dans lequel il y aura sa gourde et une collation pour toute la journée. Le sentier de Yosemite Falls où allait s'aventurer le groupe, eh bien, c'est un sentier qui est difficile d'accès. On est toujours en élévation. C'est toujours un endroit qui est quand même assez challengeant pour ceux qui y vont et qui sont habitués. Alors, si on s'imagine que George, qui était, comme on peut voir sur les photos, quelqu'un qui n'était pas vraiment athlétique, qui souffrait un peu d'embonpoint, alors de sa disparition, George pesait 240 livres et mesurait 5 pieds 11, donc environ 1,80 m. C'était quelqu'un qui n'était pas habitué de faire ce genre de randonnée. Malgré tout ça, George va être quand même capable de suivre le groupe. Évidemment, ça va lui prendre un effort colossal de sa part pour le faire, et le fait que George a seulement 30 ans va probablement aussi l'aider à suivre le groupe. Le groupe va réussir à se rendre à la base de la chute de Yosemite, et c'est ici qu'ils vont prendre une décision. Une soixantaine de personnes vont rester pour regarder le paysage et regarder la chute, et une vingtaine d'autres, dont faisait partie George, vont décider de se rendre au sommet, au point d'observation de la chute, pour justement regarder la chute et le paysage vu d'en haut. Le deuxième groupe va finalement se rendre au sommet de la chute, et bien évidemment, George rendu au sommet est exténué. Le groupe va rester quelque temps au sommet à faire de l'observation. Puis, ils vont prendre une décision qui est peut-être un peu controversée, mais c'est une décision qu'ils ont prise en groupe. Ils vont décider que chaque individu pourra quitter lorsqu'il le voudra, c'est-à-dire qu'ils ne reviendront pas à la base de la montagne en groupe, mais que chacun va pouvoir quitter lorsqu'il le souhaitera. Quelques personnes vont demander à George s'il était prêt à redescendre. Celui-ci va leur répondre que non. En fait, George est fatigué, mais surtout assoiffé. Il va donc décider d'aller par lui-même vers la rivière un peu plus haut, celle qui mène à la chute, question de remplir sa gourde et de se rafraîchir. Finalement, toutes les personnes du groupe se sont réunies à la base du sentier et ils vont décider d'attendre George, bien évidemment, avant de quitter. Au début, les gens ne sont pas très inquiets que George n'arrive pas immédiatement, puisque George souffrait un peu d'embonpoint et étant moins en forme qu'eux, eh bien c'est normal pour lui de prendre plus de temps à descendre la montagne. Mais après quelques heures, ils vont commencer à se poser des questions. Mais vers 9 heures, c'est là le moment où les gens sont vraiment inquiets. Ils vont finalement alerter les autorités. Les autorités vont se mettre immédiatement à la recherche de George. Mais voyant que la nuit tombe et qu'ils vont avoir besoin de beaucoup plus d'effectifs pour effectuer les recherches sont remises au lendemain. Le lendemain matin, plusieurs groupes professionnels se réunissent pour chercher George. Il va y avoir plus d'une centaine de personnes au sol, 2 hélicoptères et 6 équipes canines. Et pendant une semaine, il va y avoir des recherches intensives pour retrouver George. Mais, surprenamment, les autorités vont trouver des empreintes, oui, des empreintes appartenant à George.
Les empreintes vont suivre la rivière exactement là où il a dit, où il allait chercher de l'eau. Elles vont suivre pendant un bon moment la rivière, puis elles vont bifurquer et elles vont retourner au sentier. Donc nous sommes au courant que Georges était bel et bien sur place, qu'il a suivi la rivière, puis il est retourné de lui-même au sentier. Une deuxième semaine intensive de recherche se poursuit, mais cette fois-ci, les autorités vont réduire leur périmètre de recherche, étant donné que les empreintes qu'ils ont trouvées ramènent Georges au sentier et en prenant en considération sa forme physique, eh bien, ils vont se concentrer sur le sentier lui-même. Mais aucune trace, rien de Georges ne sera jamais trouvé. Je vous rappelle qu'il y avait 2 hélicoptères qui cherchaient, une centaine de personnes au sol et 6 équipes canines. Et maintenant, ça fait presque 14 ans de cela et aucune trace à ce jour n'a jamais été trouvée de Georges Penka. Qu'est-ce qui est arrivé à Georges Penka? Une chose à retenir, c'est que les chiens pisteurs, les équipes canines, n'ont jamais été capables de trouver la moindre piste de Georges. Oui, on a trouvé ses traces, ses empreintes, mais ce n'est pas les chiens qui l'ont fait, ce sont les chercheurs. Les chiens, eux, n'ont rien trouvé. Et même après 2 semaines, les chiens n'ont senti aucune odeur de cadavre. C'est-à-dire comme si Georges s'était tout simplement volatilisé. Et pourtant, on sait qu'il était bien sur la montagne. Nous avons trouvé ses empreintes. Et de plus, il était accompagné par 80 personnes qui l'ont vu. On sait aussi que Georges n'est pas tombé dans la rivière. Les empreintes de Georges le ramènent au sentier. C'est déjà arrivé dans le passé, par contre, qu'il y a des gens qui sont tombés dans la rivière et après ça sont tombés dans la chute et ils sont décédés malheureusement. Mais ici, on n'a pas retrouvé le corps en bas de la chute. Donc, Georges n'est pas dans la chute, il n'est pas dans la rivière et ses empreintes nous prouvent qu'il est retourné sur le sentier. Une autre hypothèse serait que Georges aurait eu un malaise ou aurait tout simplement glissé en bas du sentier, en bas de la falaise. Mais les autorités ont pensé à ça aussi. C'est pourquoi il y avait une équipe d'alpinistes qui cherchait le flanc de la montagne, là où il y avait le sentier. Il y avait aussi des gens au sol qui cherchaient pour voir si le corps de Georges ne serait pas en bas. Et non, aucune trace. Une autre hypothèse que j'ai vue serait que Georges se serait fait attaquer par la faune locale. Ici, on parlerait d'ours ou de pumas, de lions de montagne. Oui, c'est une possibilité. Par contre, il y aurait eu des traces, il y aurait eu du sang et les chiens pisteurs auraient trouvé une odeur, ils auraient trouvé une piste. Ici, ce qui m'agace vraiment, c'est que les chiens pisteurs n'ont rien trouvé. Et si jamais Georges avait été attaqué, eh bien, l'animal en question ne l'aurait pas traîné sur 10 km, il l'aurait mangé dans les environs. Et encore là, s'il l'avait traîné sur 10 km, les chiens l'auraient probablement retrouvé. C'est ça ici le mystère. Où est Georges? Pourquoi il n'y a aucune trace de Georges? Georges ne s'est pas non plus enlevé la vie. Si c'était le cas, on aurait retrouvé le corps. Et Georges était quelqu'un de religieux. Il avait vraiment foi en sa religion et il n'aurait pas fait ça. Et personne ne l'a aperçu en descendant. Aucune des personnes de son groupe, des 80 personnes, ne l'a aperçu qui quittait le sentier ou qui quittait tout simplement la montagne. C'est à se demander si Georges n'est pas tombé tout simplement dans un trou noir, dans un vortex, dans un portail et s'est volatilisé. Y avait-il cette journée-là une personne mal intentionnée ou un tueur en série qui rôdait dans les parages et qui cherchait une victime isolée? Bien, j'adhère pas vraiment à cette théorie-là, car même si c'était le cas, bien, les chiens pisteurs, les 6 équipes canines auraient trouvé des empreintes, des traces, une odeur de Georges. Mais absolument rien. Est-ce que c'est quelque chose de plus exotique qui est arrivé à Georges? Quelque chose qui est difficilement explicable? Quelque chose qui ne fait pas vraiment partie des théories que les chercheurs et les autorités auraient pu penser cette journée-là? Après 2 semaines de recherche intensive et non fructueuses, les recherches vont tout simplement arrêter. En fait, seulement quelques volontaires vont poursuivre les recherches. Et je tiens à dire que depuis 13 ans, personne n'a revu Georges et Georges n'a pas touché non plus à son compte bancaire ni à sa carte bancaire. Georges n'est pas retourné chez lui, personne n'a jamais revu Georges. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à Georges? Est-ce que vous avez une théorie qui sort de l'ordinaire ou est-ce que vous avez une théorie peut-être que j'ai omis de parler dans ma vidéo? Qui sait, peut-être que quelqu'un d'entre vous détient la réponse à savoir qu'est-ce qui est réellement arrivé à Georges Penka cette journée-là.